Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, quand une designer chercheur en expérience utilisateur se confronte au défi de la précarité menstruelle, on vous partage et on vous parle surtout de ce challenge relevé par Rafaela de Bona Goncalves, premier prix jeune inventeur et inventrice de l'Office européen des brevets. Ce sera notre génération talent à suivre. Une idée derrière la tech aujourd'hui avec Jeanne Dreyfus et Jeanne, honneur justement à Elisabeth II. Tu vas nous parler des NFT qui ont été créés suite à la disparition de la reine. Eh bien oui, tout le monde en ce moment, évidemment, cette rentrée historique pour l'Angleterre n'a qu'un mot à la bouche, Elisabeth II, et tout le monde, ça concerne évidemment les créateurs de NFT. Allez, on embarque tout à l'heure outre-Manche pour faire un petit tour côté marché numérique et portrait de Sa Majesté. Ah ça, je pense que ça va plaire beaucoup à nos invités du jour, car vous le savez, c'est jeudi, c'est donc la formule Club Actu qui revient dans l'école du futur. Et on va parler d'abord de la Californie. La Californie qui vient d'adopter la loi Kids Code pour mieux protéger les enfants en ligne. L'Irlande, dans le même temps, qui inflige une amende record à Instagram, 405 millions d'euros, pour avoir violé le sacro-saint RGPD auprès des utilisateurs de moins de 18 ans. Quand les réseaux sociaux font face à la brûlante question de la protection des enfants, ce sera à suivre. Et puis en deuxième partie, le mariage du siècle qui n'aura pas lieu, en tout cas pas dans le monde des médias. TF1 et M6 renoncent à convoler alors que la compétition s'aiguise avec les plateformes de streaming. Qu'est-ce que ça dit? Tiens, justement, pour nos contenus à nous à venir, on en parle là aussi dans un instant. Pour débattre à mes côtés, Stéphane Zibi, directeur Digital Learning du groupe Ionis X. Hello Stéphane. Bonjour Marjorie. Et il nous a... Oui, c'est bien moi, je n'ai pas changé de prénom depuis la semaine dernière. Et en duplex depuis Marseille, peut-être qu'il va me trouver un autre prénom, je ne sais pas, Grégoire Kopp, fondateur de GRK, cabinet en conseil aux dirigeants en influence et communication stratégique. Hello Grégoire. Bonjour Marjorie. Ah bah, tu vois, il l'a bien dit lui. Oui, je sais pas, ça va. Mais d'abord, focus. La précarité menstruelle, c'est ce dont souffrent 500 millions de femmes tous les mois dans le monde. À 25 ans, la chercheure brésilienne Rafaela de Bona Goncalves a décidé d'y répondre. Une démarche remarquée par l'Office européen des brevets qui vient de lui couronner du prix des jeunes inventeurs et inventrices 2022. Son portrait, c'est tout de suite avec Edouard Degnaud. Elle souhaite changer la vie de centaines de millions de femmes à travers le monde. Rafaela de Bona Goncalves est une Brésilienne de 25 ans, conceptrice de produits et de services. La jeune femme, née à Curitiba, est diplômée d'une licence de conception de produits à l'Université fédérale de Paraná depuis 2020. Rafaela a été sélectionnée par l'Office européen des brevets pour le premier prix des jeunes inventeurs et inventrices 2022. Ce concours récompense les inventeurs de moins de 30 ans qui développent des solutions répondant aux problèmes mondiaux et contribuent à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Rafaela de Bona Goncalves a développé des serviettes hygiéniques et des tampons biodégradables destinés à améliorer l'hygiène menstruelle des femmes démunies. Dans le monde, plus de 500 millions de femmes souffrent de précarité menstruelle. Pour concevoir ces produits, elle veut utiliser la fibre de bambou, la cellulose, la mousse de soja et la fibre de banane comme matériaux. De cette façon, la jeune femme s'attaque à deux problèmes. Elle facilite l'accès des femmes aux produits hygiéniques indispensables, tout en transformant un flux de déchets en un matériau de valeur. Son invention peut être utilisée selon les préférences de chacune, comme une serviette hygiénique avec des bandes adhésives, ou alors déchirée le long des trous pour être transformée en deux tampons. Et bravo à Rafaela pour ce combat essentiel. Tout de suite, on ouvre notre club de l'actu avec cette première information. Comment mieux protéger les données des mineurs en ligne et leur vie, surtout sur les réseaux sociaux. On en parle avec Stéphane Zibi et Grégoire Kopp. Et première actu à débriefer ensemble aujourd'hui, c'est celle-ci, Instagram, qui écope d'une amende record pour défaut de protection des mineurs. Une décision qui fera date puisque la Commission irlandaise de protection des données a décidé d'infliger cette amende de 405 millions d'euros au réseau social pour violation du règlement général de la protection des données. C'est ce qu'on appelle le RGPD auprès des utilisateurs européens mineurs, plateforme accusée donc d'avoir publié les adresses e-mail et numéros de téléphone d'utilisateurs européens mineurs possédant un compte
professionnelle. Alors, on va essayer de reprendre les résumés des épisodes précédents. D'abord, Stéphane, le RGPD, c'est donc cette régulation qui nous protège en tant que consommateurs et consommatrices européens sur nos habitudes en ligne et notre mode d'utilisation des réseaux sociaux et des plateformes depuis mai 2018. Voilà, et ça a été mis en application et je pense que c'est la première fois que l'Europe en l'occurrence devenait contraignante et de façon très sévère parce que les amendes sont très très élevées. On parle de pourcent de chiffre d'affaires mondial quand nos données ne sont pas sécurisées, et s'il y a fuite, ils doivent déclarer. Parce que ça peut arriver qu'il y ait des hackers, etc. Parce que c'est quand même un petit jeu de certains pays, de nous. Mais là, en l'occurrence, ce règlement, plus celui qui va être mis en application, je crois, en 2023, le DSA... DSA et DMA, qui sont deux autres pièces de régulation, voilà, Digital Market Act et Digital Services Act. Qui va encore rajouter une couche supplémentaire pour tous ces sites-là, dans la contrainte, mais pour nous protéger bien évidemment. Ce sont des éléments pour que les plateformes soient plus éthiques. Bon, elles ne sont pas vraiment, elles en sont loin, mais au moins ça leur permet de comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi avec nous. Oui, absolument. DSA et DMA qui notamment veulent réussir à faire prendre conscience que ce qui est illégal dans la vraie vie est aussi illégal en ligne. Exactement, et en plus ce qu'il y a, c'est qu'ils veulent aussi même, on va même aller un peu plus loin, c'est que les algorithmes de création de WhatsApp, Messenger, e-message, etc., parce que il n'y a pas que Facebook, il y a aussi Apple et tout ça, ils vont devoir les publier et il y aura des gens qui vont pouvoir réexploiter ces protocoles-là et les placer sur d'autres plateformes pour qu'on puisse pour augmenter un peu la concurrence également, parce qu'on ne va pas tous aller comme des moutons sur WhatsApp ou sur Messenger, on va pouvoir utiliser une autre application qui va pouvoir rassembler tout cela, par exemple, et qui, elle, sera peut-être digne de confiance pour nos données, parce que c'est très important pour ça. Oui, absolument, c'est ce qu'on appelle justement l'Internet de confiance. Grégoire, si on revient justement sur ces épisodes précédents, une des plaintes qui a été portée dans cette affaire Instagram contre ce qu'on pourrait appeler la CNIL irlandaise, elle a été déposée par un data scientist qui lui-même a examiné les profils de 200 000 utilisateurs et utilisatrices, et on avait conclu que celles et ceux de moins de 18 ans avaient la possibilité de changer trop facilement leur profil personnel en profil professionnel, et c'est de cette façon-là que la faille de sécurité serait arrivée. Meta aujourd'hui dit, attendez, c'est des accusations qui avaient peut-être cours en 2020 quand la plainte a été déposée, mais depuis, on a fait énormément de modifications de notre service. Depuis 2021, on sécurise justement toutes ces applications-là. On peut les croire ? C'est une bonne question. On peut les croire si on se dit qu'ils sont là pour essayer d'améliorer leurs produits et de permettre d'avoir plus de fonctionnalités. Mais où on ne doit pas les croire, c'est qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ce sont des grands groupes. Ce ne sont plus des petites entreprises, des petites startups. Et à fort pouvoir, forte responsabilité. Et ce n'est pas parce qu'on essaie des choses sur Internet et qu'on dit on va s'améliorer après qu'on peut permettre pendant ce temps-là de faire des choses qui ne sont pas bénéfiques pour les consommateurs et les citoyens. Parce qu'eux, ils pensent avant tout s'adresser aux consommateurs, à ceux qui vont pouvoir leur apporter de l'audience, du flux et donc de la monétisation. Mais ces gens-là sont aussi des citoyens avec des droits et il faut pouvoir respecter ces droits. Et donc, via ce qui se passe, c'est que ces plateformes aujourd'hui doivent faire face à des responsabilités qu'elles ont et elles ne doivent pas s'en dérober. Et que ce soit un individu qui lui-même découvre une faille de sécurité, c'est pas tant une faille de sécurité qu'une fonctionnalité qui a été créée pour permettre à des utilisateurs de devenir des utilisateurs professionnels et donc de permettre à la plateforme de gagner encore plus d'argent. Et donc, c'est un choix qui a été fait dans les équipes tech qui sont orientées. On va créer un produit pour le monétiser. Sauf que ces équipes tech ne pensent pas qu'ils s'adressent aussi à des citoyens. Et heureusement qu'il y a des régulateurs qui arrivent. Et sur le RGPD, de manière plus générale, on peut être fier en Europe d'avoir cette législation protectrice des données personnelles que le monde entier est en train d'essayer de nous copier. En tout cas, dans le monde occidental, on ne parle pas ici des dictatures qui feront peut-être d'autres choix, mais c'est une vraie fierté d'avoir ça et d'avoir cette préoccupation. Oui, tu le disais justement, le RGPD européen a inspiré beaucoup d'autres pays dans le monde, notamment les États-Unis. Ça se passe en Californie, puisque vous le savez, les États-Unis, c'est une addition de 50 États, donc 50 législations qui cohabitent ensemble, en plus de la législation fédérale. La Californie, qui est à la fois le berceau de la Silicon Valley, de ses innovations et de ses plateformes, qui a décidé de mettre en application le CCPA, sa version justement d'une
forme de régulation de protection des données, et qui, cette semaine même, vient de valider par son gouverneur, Gavin Newsom, une loi qui a été votée cet été au Congrès de Californie. Elle est surnommée Kids Code, tout simplement parce que c'est la première loi en son genre. Elle permet d'optimiser la protection des mineurs sur les réseaux sociaux comme TikTok, comme Instagram. Elle comprend des mesures contraignantes pour obliger ces plateformes à tenir compte de l'intérêt des plus jeunes lors de la conception, du développement et de l'utilisation des services. Ça veut dire que très clairement, les législateurs californiens ont souhaité dire que les intérêts des mineurs devaient passer avant les intérêts financiers des plateformes. C'est un vrai changement, ça, Grégoire, d'état d'esprit? Oui, jusqu'à présent, on laissait faire ces plateformes et on voyait ce qui allait se passer. Aujourd'hui, elles ont pris un tel pouvoir qu'on se rend compte qu'il faut les réguler. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc nous sommes les produits de ces plateformes. Et c'est pour ça qu'on y accède gratuitement. Et les enfants ne sont pas un produit comme un autre. Les enfants n'ont pas le discernement, la capacité des adultes à comprendre ce qu'ils font. Et donc heureusement que les enfants doivent être protégés d'une meilleure manière. Et pour le coup, cette législation en Californie va peut-être servir de modèle et de référence dans beaucoup d'autres pays. Parce que oui, les plateformes ne doivent pas faire n'importe quoi avec des enfants. Et on voit les nombreuses dérives qu'il y a aujourd'hui. On voit l'ensemble à la fois d'un nivellement un peu vers le bas avec des addictions qui sont faites. Et les enfants sont beaucoup plus fragiles. Il faut les protéger. Il faut les protéger, ça veut dire quoi, Stéphane? Que les données des mineurs, ce sont des données encore plus sensibles que les autres? Bon, on peut même parler des écrans avec les enfants, si tu veux. Mais le truc, c'est que moi, je pensais en écoutant Grégoire en fait, quand le RGPD est arrivé, toutes les plateformes ont été contraintes pour la première fois, parce que d'habitude, elles faisaient ce qu'elles voulaient, quoi. Et là, d'un seul coup, une inscription ou même un mode d'authentification, tout était obligé d'être conforme à ce règlement, à quelqu'un d'extérieur. Là, pour la première fois, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et ça a été vraiment au forceps, hein, vraiment. Ils ont tous attendu le dernier moment et même ils ont dépassé la date, etc. Donc là c'est quelque chose maintenant qui est accepté. Maintenant, il y a encore une nouvelle couche qui a été faite, que la Californie s'y mette, parce que la RGPD, c'était le truc le plus contraignant de tous. Donc en gros, c'est sûr qu'on peut servir de modèle et on peut en être fier, comme l'a dit Grégoire, en Europe d'avoir fait cela. Mais pour répondre à ta question, les jeunes, oui, bien évidemment. Mais en fait, ce que j'étais en train de, justement, je pensais quelle était la première appli que les jeunes ont adopté, c'était Snapchat. Et ils ont continué à l'utiliser. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup de celle-ci, parce qu'il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaires, il n'y a rien, c'est juste de l'échange, etc. Bon, bien sûr, ils peuvent faire des petites magouilles et tout. Mais finalement, c'est l'interaction, quoi. Et donc en gros, un des succès de Snapchat, c'est que les gosses ont continué à l'utiliser même quand ils avaient 25 ans. Et ils ont commencé peut-être très jeunes. Ça veut dire que c'est une plateforme qui a vieilli avec son public. Oui, voilà, exactement. Son public a vieilli avec elle. Et peut-être, c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir en même temps, j'ai pas vraiment regardé en détail, mais finalement, on les a jamais eu vraiment au centre du radar, c'est toujours les mêmes. Google et Facebook qui sont toujours, et TikTok, bien évidemment. Et TikTok, absolument. Alors, pour le coup, j'apporte une précision sur Snapchat parce que justement, depuis le mois d'août, depuis quelques semaines à peine, Snapchat a lancé un nouvel outil de contrôle parental, ça s'appelle Family Center, et cette nouvelle fonctionnalité, elle permet de renforcer bien évidemment la protection des mineurs. Elle va proposer aux parents d'avoir accès à la liste des personnes avec lesquelles leurs enfants mineurs discutent sur Snapchat. Ça veut dire que les parents ne vont pas avoir accès aux conversations, mais en tout cas certaines infos. Absolument, à certaines informations qui sont limitées au nom, évidemment, des comptes avec lesquels leurs enfants peuvent converser. C'est une bonne façon de procéder. On voyait que dans des épisodes précédents, là aussi, puisque Stéphane, tu le disais, il n'y a pas qu'Instagram, il n'y a pas que Meta, il n'y a pas que TikTok qui sont souvent pointés du doigt par les différents régulateurs et les différents parlements un peu partout dans le monde sur les questions de protection des mineurs. Les plateformes essaient de faire des efforts. Encore une fois, techniquement, est-ce que c'est vraiment possible ? De contrôler l'identité, oui, mais est-ce qu'on ferait comme dans les applications bancaires ou de boursières où on doit faire un KYC, c'est uploader sa pièce d'identité pour valider qu'on a bien l'âge requis, en l'occurrence 13 ans. On connaît tous des gens qui n'ont pas 13 ans et un de mes fils, par exemple, il n'a pas 13 ans, il est sur Instagram.
et il a trafiqué sa date de naissance sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et tu l'as laissé faire? Il est en privé, il a ses frères et ses parents, ça suffit amplement comme follower. Mais, ou alors même des chiens. On ne sait pas quel âge ils ont. Si, on sait quel âge ils ont, mais on leur a pas demandé la pièce d'identité. Donc techniquement, oui, c'est possible, mais c'est pas du tout fluide pour s'inscrire sur Insta ou sur des applications classiques. Donc tout sera possible. Peut-être que la contrainte de la loi va peut-être les obliger à faire cela. Mais là, ils vont perdre du trafic, c'est bien, c'est sûr. Mais alors justement, comment est-ce que techniquement on peut réussir à rendre cette vérification de l'âge de l'utilisateur et de l'utilisatrice, pardon, c'est pas évident à dire, possible, Grégoire? Je reviens à l'affaire qui oppose Meta via Instagram à l'Irlande. Meta dit aussi qu'ils ont mis au point de nouvelles technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, pour pouvoir vérifier ce fameux âge des utilisateurs. Là aussi, jusqu'à quel point la technologie peut les aider à apporter justement la preuve de leur bonne foi. Pourquoi pas? Et plus ils mettront la technologie pour aider à aller dans un sens d'une modération d'accès au contenu, mieux ce sera. Après, aujourd'hui, il y a effectivement des applications bancaires, mais on pense aussi aux paris sportifs, où il est déjà obligatoire d'envoyer ses papiers d'identité pour pouvoir accéder au service. On considère aujourd'hui que les mineurs ont un libre accès à des applications qui ont potentiellement des dérives. Moi, ça ne me choquerait pas qu'on oblige le même type de process de vérification avec des cartes d'identité pour l'accès aux mineurs de moins de 13 ans, moins de 15 ans, moins de 18 ans à certains services. Effectivement, ce sera un gros frein pour ces plateformes et c'est pour ça qu'elles essayent de mettre en œuvre de plus en plus de régulations autonomes via notamment les parents. Tu le disais Marjorie, les parents pourront accéder à certaines fonctionnalités qui permettent de modérer ou de un peu contrôler et c'est très bien, c'est une brique en plus, mais ça ne doit pas les exonérer de leur brique à eux-mêmes de vérifier en plus des systèmes qui sont mis. Donc on pourrait à la fois demander un système d'accès à la carte d'identité et en plus derrière utiliser l'intelligence artificielle et les algorithmes pour vérifier que des enfants qui auraient montré une carte d'identité potentiellement trafiquée ne seraient pas en train d'accéder à la plateforme. C'est tout simplement une question de responsabilité et on sait bien que dans le mécanisme même de ces plateformes, l'objectif est que nous restions dessus, que nous les utilisions de plus en plus. Est-ce qu'on veut que nos enfants ne fassent que ça? Je ne pense pas. Nos enfants doivent pouvoir comprendre le monde dans lequel ils vont vivre demain. Nous-mêmes avons des smartphones dans la main toute la journée, donc il n'est pas illogique qu'ils y aient accès, mais d'une manière mesurée, car ce sont des enfants avec des cerveaux en construction, ce ne sont pas des adultes avec des cerveaux construits. Et on rappelle justement que côté chiffres, le baromètre de l'IFOP pour Kaspersky nous dit que 87% des enfants de 11 ans ont déjà un smartphone. Autre enquête, tiens, Génération Numérique 2022, qui précise que leur vie évidemment sociale s'intensifie en ligne. 76% des collégiens ont au moins un compte sur les réseaux sociaux. On le sait, il faut attendre 13 ans pour pouvoir s'inscrire sur une plateforme sociale. En France, on a fixé la majorité numérique à 15 ans. Ça vous semble être un âge raisonnable ou on est un peu à côté de la plaque là? Je pense que... Non, fixer la majorité c'est bien, la fixer, après est-ce que c'est respecté? Non, voilà, c'est sûr. J'ai donné un exemple il y a quelques secondes. Non, je sais pas. De toute façon, je sais que les enfants, à un moment ou à un autre, moi je sors juste un exemple. Il avait il rentrait en seconde, mon aîné, et il m'a demandé l'autorisation d'être sur Facebook parce qu'il y avait un groupe privé dans son lycée qui était fait et il s'est changé. Donc c'est en seconde, à 16 ans, 15-16 ans, qu'il s'est créé son premier. À l'époque, c'était exceptionnel. Aujourd'hui, ça s'est banalisé. Et c'est presque même gringard de ne pas y être après. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, la dérive a fait que... Donc c'est sûr que maintenant, je dis pas que c'est trop tard, c'est la responsabilité des parents bien évidemment, mais s'il y a des contraintes qui sont faites par les régulateurs sur les éditeurs, peut-être que ça va nous faire réfléchir, ou il faudra peut-être qu'il y ait un grand scandale. Mais là, je pense que là, c'est la responsabilité des parents d'abord, il n'y a pas d'autre choix, on n'a pas... Et le contrôle parental, je pense qu'il faut vraiment, par contre, améliorer les fonctions de contrôle parental pour qu'elles soient plus intuitives. Tant au niveau des contenus, ça, c'est vrai que les opérateurs pourraient jouer à cela. C'est-à-dire que quand on est connecté à un réseau,
Non, ça va pas être possible. Le temps d'écran qui est disponible sur certains smartphones, il faut aussi les appliquer. Et voilà, comme ça au moins on arrivera peut-être à des choses. Voilà. Et on rappelle évidemment pour terminer cette partie du Club de l'Actu, les travaux essentiels d'Internet sans crainte et d'Axel Dessein, sa directrice générale. Vous le savez, une ONG qui travaille tout au long de l'année pour pouvoir préserver justement les enfants des écrans, les aider, les accompagner dans leur vie numérique et leur vie en ligne. On fait une pause, le temps du zap, et on revient dans un instant. Le zap évidemment avec Édouard Denuot. Damn, just I'm afraid of heights. She got me fucked up right now. I'm frozen. You're at the edge? Yeah. I like this spike. You went through that. Damn. I don't want him to hurt himself. His face. Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. On est de retour sur le plateau de l'École du Futur, Formule Club, toujours en compagnie de Stéphane Zibi, directeur de Ionis X, et de Grégoire Kopp, fondateur de GRK, le cabinet de conseil aux dirigeants en influence et en communication stratégique. Je dis le parce qu'évidemment, il n'y en a qu'un Grégoire, c'est normal. Ah, on n'entend plus. On t'entend plus. Du coup, Évidemment. Mais voilà, tu pouvais réagir et faire ta propre pub dans cette émission. On reprend nos débats et notre Club Actu dans un instant, ça vous le savez. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a forcément une idée derrière la tech. Et Jeanne, cette semaine avec toi, on va retourner du côté des NFT. C'est vrai qu'on en a souvent parlé dans cette émission grâce à tes interventions. Oui, mais des NFT british qui ont été créés après la disparition de la souveraine Elisabeth II. Bah oui, je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé de la reine d'Angleterre, donc je suis là pour remédier à cette frustration et parler des créations numériques autour de Sa Majesté la Reine. Donc Voyage to London, vous reprendrez bien une petite cup of NFT, mesdames et messieurs. En effet, les internautes n'ont parfois pas attendu la mort de la reine pour profiter de ce momentum historique et créer des cryptos au nombre de 40 à son effigie au moins, ou produire des collections entières de NFT lui étant consacrées. La reine a été pixelisée sous toutes ses coutures entre fun, kitsch
et âpreté au gain, ces petits portraits agissent un peu comme des avatars numériques de ces anciens portraits qu'on ne voyait jadis que sur les timbres ou que sur les médaillons, ou que sur les pièces de monnaie, et qui disséminaient autrefois, et toujours aujourd'hui parmi les timbres, etc., les figures du monarque auprès de toute la population et qui permettaient chacun d'avoir un petit peu de ces figures royales. Est-ce que tu as identifié des tendances particulières parmi ces NFT Queen? Écoute, spécialiste NFT de la couronne, tu t'adresses à la bonne personne. Il y en a pour tous les goûts, mais je dirais que c'est cette reconnaissance immédiate de la reine qui caractérise les productions NFT. C'est un peu cette échangeabilité d'un signe qui rallie tous ceux qui l'échangent. Quelques pixels suffisent pour reconnaître Sa Majesté, pour faire reconnaître Sa Majesté aux amateurs de style de crypto-punk, quand les émules des Bored Apes, ces singes, ce club de singes hyper hype qui s'est vendu, qui vendait des NFT par millions, qui coûtaient des millions aux stars américaines, eh bien, il suffit d'enfiler une veste, un chapeau pour communiquer l'idée de la reine. Mais au-delà de cette figure universelle de la National Nanny, ce qui a passionné les producteurs de NFT, c'est la longévité de cette femme qui a connu l'apparition de la télécouleur, de la pilule, de la première transplantation cardiaque, des Spice Girls, je mets ça sur un pied d'égalité historique, le web 1, 2, 3, la crypto, bref, certains sentaient la fin proche, et c'est le cas des auteurs du projet Queen Elizabeth II NFT Tribute, qui avait initié la sortie quotidienne d'un NFT tous les jours de son règne jusqu'à sa mort. Ils ont tenu leur promesse et ont annoncé juste après son décès la vente aux enchères du dernier cliché Queen E73. Et je ne peux pas parler du NFT et de la reine d'Angleterre sans citer cette géniale collection de NFT Queen Elizabeth 69 Years NFT qui propose de créer un jeton non fongible pour chaque année du règne de Sa Majesté. Vous me direz, mais pourquoi génial? Eh bien parce que la reine a régné 70 ans, pardi. Enfin, ils avaient tout prévu. Un joli petit compte Twitter, le recensement sur les plateformes. Mais enfin, ça perd l'hypopète, Marty, quand je te disais que les chiffres, c'était pas seulement pour le bingo. 52 2022, c'est quand même pas compliqué. Mazette, ces Anglais, à force de... parfois, ils n'arrivent pas à compter droit. C'est quand même dingue. Messieurs les Anglais, tirez les premiers, c'est bien connu. Bonne guerre. On n'achète pas ces NFT, Stéphane? Non. Non, il n'achète pas. Clairement, il n'achète pas. C'est dommage parce que le numérique, on le voit, a toujours accompagné justement la reine. Et la reine a aussi accompagné le numérique. Je vous rappelle qu'elle a envoyé quand même, en tant que chef d'État, le tout premier email au monde. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas vrai. Si. Cette donnée extraordinaire. Eh bien, alors, le credo de la reine, c'est il faut que je sois vue pour être crue. Fût-ce autant donc des évolutions numériques. Je vous parlais du kitsch anglais, je ne vous ai pas menti. La reine s'est souvent ouverte aux projets immatériels, parfois les plus farfelus. On se souviendra des projections des différents stades de son règne qui avaient été produits sur le site archéologique de Stonehenge pour célébrer les 70 ans donc de son règne. Alors certains commentateurs avaient été acerbes, ils avaient dit "This is a bit like projecting streaky bacon and beans on the Tower Bridge." Je traduis, c'était un peu comme projeter du bacon entrelardé et des haricots blancs sur le Tower Bridge, disait l'un d'entre eux avec un sens du bon mot et de la gastronomie toute britannique. Oui, parce que dit comme ça ne donne pas très envie. Non, pas très, bizarrement moins. Mais c'est loin quand même d'être la plus chevaleresque des avatars numériques, parce que la reine a donné corps à plusieurs hologrammes, et dont le plus récent l'avait remplacé dans le carrosse lors de du jubilé de 2022. Et cela, on la voyait donc saluer dans son carrosse, comme ça, hologrammique, la population anglaise. Et cela faisait suite à une séance hologrammique qu'elle avait fait plus de 10 ans avant avec un artiste canadien, mais résident anglais, Chris Levine. Waouh, ça c'est quand même extrêmement impressionnant. La reine a collaboré avec de très nombreux artistes. Est-ce que tu nous dis notamment, il y en a d'autres qui t'ont particulièrement marqué? Alors oui, je n'en citerai que 2 parce que en effet la production des portraits de la reine est énorme, et il faut savoir en fait qu'elle faisait de nombreuses commandes. Alors elle allait poser le plus souvent dans la White Drawing Room pour la qualité et la douceur de sa lumière, et continuant donc cette tradition séculaire de l'art de cour, mais les 2 portraits que j'ai choisis ont en commun de souligner le côté punk contenu de la reine d'Angleterre. J'évoquerai le portrait que lui demanda Lucian Freud, qui est un peintre, qui est le petit-fils de Sigmund et qui est aussi un immense peintre britannique. Alors, il faut savoir que quand lui il fait un portrait, ça donne ça, c'est pas forcément très arrangeant.
On reste un peu sur le bacon entrelardé, mais enfin bon. Et bien ça n'a pas empêché la reine d'accepter les 5 séances nécessaires de pause pour donner lieu à ce portrait d'elle. Alors, il faut savoir que c'est un peintre de 76 ans qui peint une femme de 79 ans. Certains commentateurs parlent d'accablant miroir. Ce tout petit tableau à la tête énorme de la reine qui occupe toute la composition ne s'adonne en effet que peu à la coquetterie. Les beiges contrastent très très fort avec les ombres verdâtres qu'on voit dans son menton, quand le réalisme de sa divergence oculaire fait qu'une partie de la reine nous regarde et une autre partie est perdue dans sa propre intériorité, qu'il nous est, à nous, spectateurs, libres d'interpréter. Allez, for last goodbye, je donnerai l'image de la fin à Martin Parr, celui qui a fait 7 photographies, et tiens, celle-là aussi. Donc, c'est pas la reine, on est d'accord. C'est pas la reine, on est d'accord. Mais ce sont des photographies de ce géant anglais de la photographie de la vanité, du kitsch, que la reine a autorisé de la suivre et de l'immortaliser dans ce cliché, qui n'est pas du genre des autres, mais où elle apparaît de dos et où ses épaules fragiles nous disent quelque chose justement de cette humilité qui est peut-être ce qu'elle a ressenti quand elle s'est dit qu'elle allait faire partie du corpus d'artistes aussi géants que peu sympathiques avec ses modèles que sont Lucian Freud et Martin Parr. Waouh, écoute, merci infiniment Jeanne pour nous avoir aidé à revisiter ce portrait artistique, NFT numérique aussi, de la reine Elisabeth II, qui est donc disparue la semaine dernière et désormais inhumée à Windsor. Stéphane, cette collaboration justement entre les artistes numériques notamment, et les gouvernants, les grands de ce monde, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant aussi dans la culture numérique. Ça montre qu'elle a une véritable valeur, même si on avait toujours tendance un peu à considérer qu'on devait avoir un tableau chez soi dans son salon ou un tirage du photographe lambda. Là maintenant, je pense que ça s'est démocratisé, c'est énorme, il faudra en tenir compte et c'est une forme de légitimité et je trouve ça plutôt bien parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques qui ont été faites. Voilà, j'attends encore le premier NFT de Banksy. Parce que ça va donner, celui-là il fera exploser je pense les compteurs, mais il le fera un jour, c'est sûr. Voilà, mais c'est vrai que c'est fascinant, moi je trouve ça fascinant personnellement. Grégoire, on va te chercher à Marseille pour une réaction quand même quand tu vois la collaboration absolument prolifique entre les artistes, notamment numériques, et la couronne d'Angleterre. On se dit que là aussi, c'est une évolution qu'il faut réussir à apprécier telle qu'elle est. C'est un vrai changement quantique, un saut quantique dans l'art. Bien sûr, c'est extrêmement intéressant de voir qu'une personne qui représente autant les traditions, l'histoire, on l'a vu avec les cérémonies, tous ces gens qui cherchent à retrouver en fait des racines, des repères à travers la reine d'Angleterre, eh bien elle-même était ouverte à autant d'innovation, à autant de prise de risque, à autant de dérision parfois avec recul sur elle-même. Donc ça nous montre peut-être aussi, ça nous guide dans le fait d'appréhender la technologie pour ce qu'elle est, un outil qui va servir à faire des choses bien, des choses peut-être moins bien. Et on le voit dans la culture et les NFT, il y a des NFT qui portent des propriétés intrinsèques intéressantes parce qu'elles permettent d'accéder à des choses dans la vie réelle, à des contenus supplémentaires, et ces NFT-là, par ces utilités-là, on comprend pourquoi elles sont utiles. Et puis il y en a d'autres qui sont purement artistiques, des NFT purement culturels, et c'est beaucoup décrié parce qu'aujourd'hui les premiers qui sortent sont pas forcément du meilleur goût ou sont peut-être un peu trop spéculatifs, mais c'est comme l'art en général. Il y a beaucoup de jeunes artistes qui se lancent, il y a beaucoup d'artistes dans le monde. Très peu au final sont connus. Et je pense que sur les NFT purement culturels, donc sans propriété intrinsèque, ce sera la même chose. Et donc il ne faut pas jeter le bébé NFT avec l'eau du bain. Le NFT en soi est un outil et ce sera à nous en fait de décider ce qui nous plaira dedans ou pas en fonction de notre civilisation et de ce que nous sommes. Et peut-être que pour ça, on peut prendre comme référence la reine d'Angleterre. Ouais, donc moi je garde l'expression de Jeanne. Do you want a cup of NFT? Pour l'instant, on ne va pas reprendre le cup of NFT. On va partir sur la deuxième partie de notre Club Actu. On va parler d'un mariage du siècle qui n'aura pas lieu. Ils ne convoleront pas justement en os, non, c'est terminé pour TF1 et M6. Les deux groupes souhaitaient s'allier pour pouvoir justement entrer en compétition au niveau européen avec notamment les plateformes de streaming et pas que. Une idée de concentration qui est née il y a
plus d'1 an et demi désormais, suite à l'annonce de la vente d'M6 par le groupe Bertelsmann, qui est son principal actionnaire. TF1 M6 s'était dit que donc il valait peut-être mieux s'allier pour pouvoir justement entrer dans la nouvelle étape de cette compétition au sein de l'économie des médias et mieux justement préparer le financement de la création française et européenne. Finalement, le mariage n'aura pas lieu puisque TF1 et M6 ont renoncé à convoler en noces, c'était vendredi dernier, avant même que l'autorité de la concurrence puisse donner son avis. Autorité de la concurrence qui, je le rappelle, est là justement pour vérifier que tout se passe bien du côté des consommateurs. Si des groupes souhaitent se rapprocher, il faut vérifier que les consommateurs ne soient pas lésés dans l'opération. La dernière garantie que demandait justement l'autorité de la concurrence, c'était que dans cette concentration, eh bien, TF1 et M6 renonce à l'une des deux chaînes. Il fallait vendre en plus TF1 ou M6 devant justement la complexité de cette opération et rendant impossible, selon les deux partenaires potentiels, l'opération industrielle intéressante. Il va donc falloir s'arrêter là pour l'instant. On parle évidemment dans l'école du futur de ce grand chamboulement et bouleversement de l'économie des médias parce que c'est très important pour comprendre ce qui se passe aussi en termes de contenu. La première chose, messieurs, dont il faut se rappeler, c'est se dire que finalement, TF1 et M6, s'ils avaient été réunis, auraient occupé à eux seuls 70% du marché publicitaire. Ça faisait peur à énormément de concurrents. Il y a de quoi, oui. Il y a de quoi. Mais c'est quel marché publicitaire, tu disais aussi. On peut se poser la question, parce qu'il n'y a pas un marché publicitaire, c'est le marché publicitaire télévisuel dont on parlait, pas dans son ensemble. Si on veut communiquer ailleurs et autrement, en particulier sur les réseaux sociaux, on peut le faire et c'est tout aussi efficace. La preuve, sinon ils en sortiraient. Mais non, ça pouvait paraître incongru quand on a eu tous la nouvelle il y a 1 an et demi, c'est ça, on trouvait ça un peu incongru que ces deux chaînes puissent s'associer. En plus, l'organisation qui était prévue, comment ça allait être, on dit ouais tiens c'est étonnant quand même. C'est pas TF1 qui rachète M6, mais ça peut y ressembler, mais c'est finalement le président de M6 qui va devenir le grand patron de tout ça. On dit mais c'est quoi tout ça? Et en fait c'est là que finalement l'idée avait fait son chemin, on pensait qu'elle était déjà faite. Et finalement, ça se fait pas. Même, je crois, une célèbre journaliste qui faisait intervenait le vendredi dans un festival et c'était encore acté cette date. Je vous confirme, c'était le vendredi matin avant le communiqué. Voilà. Visiblement, la concentration de TF1 est toujours défendue par les deux principaux protagonistes. Voilà. Et donc là maintenant, ça se fait pas. Et donc, à part le problème dit de publicitaire qui pouvait éventuellement poser un souci. Quand on voit le prix des contenus aujourd'hui, combien les grandes plateformes comme Amazon qui sont complètement si c'est rentable ou pas, ou Netflix, même s'il doit faire un peu attention, à produire une série, un documentaire, un film, pour eux c'est de la gnognotte. Pour la France, comment on fait pour garder un peu ça? Donc c'était vraiment important d'avoir des éléments forts, comme Canal+ l'est toujours encore un peu, et d'avoir ce pôle TF1 M6. Ouais. Là, on va voir comment ça va réagir. J'espère qu'on sera toujours en capacité de produire des belles séries et des bons contenus, mais c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, il faudra poser qu'est-ce qu'il va avoir. Je pense que ça laissera des traces. Oui, absolument. Grégoire, on rappelle notamment que dans ce projet de fusion, même le service public France Télévisions le voyait plutôt d'un bon œil en se disant que ça revalorisait aussi la place du service public dans l'écosystème de la création de contenu et dans ses missions de pluralisme et d'indépendance. Les sociétés de droits d'auteur étaient aussi tout à fait d'accord avec cette fusion. Canal+ était le seul acteur à grincer des dents en se disant non, cette concentration du marché publicitaire, elle va être trop compliquée pour l'ensemble de l'écosystème. Ce serait donc juste une histoire de gros sous qui mettrait fin à ce mariage ? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir que dans le premier sujet, on parlait en fait de régulation a posteriori. On avait des plateformes qui créent des produits et on leur court après pour essayer de les réguler, notamment par rapport aux enfants. Là, c'est l'inverse. On a l'ancien monde qui essaye de rattraper le nouveau et qui est régulé ex ante, donc c'est-à-dire en avance des innovations qu'elles veulent faire. Et donc là, en avance de la fusion, parce que les règles de droit de la concurrence disent qu'il faut aller notifier l'autorité de la concurrence française ou européenne en fonction de seuil. Et à partir de ce moment-là, on a des autorités qui doivent décider en regardant à un instant T, quel est l'état de la concurrence? Et donc oui, on a deux chaînes privées leaders, TF1 et M6, et en essayant d'anticiper ce qui va pouvoir devenir demain. Et donc tout le débat était sur l'élargissement du marché pertinent. Le marché pertinent, c'est quoi? C'est le marché tel qu'on l'analyse. Donc est-ce qu'on dit que c'est la publicité juste en France et juste à la télé? Ça fait un petit marché.
Ou est-ce qu'on dit que c'est toute la publicité dans le numérique et la télé en France? Ou est-ce qu'on dit que c'est toute la publicité dans le numérique et la télé et Internet et dans le monde entier? Et là, c'est un gros marché. Et en fonction de ce qu'on décide, eh bien, c'est tout petit ou très gros. Et là, l'autorité de la concurrence française a dit dans cette décision qu'elle n'était pas là pour décider vraiment ce qui allait se passer demain, mais qu'elle regardait les conséquences à l'instant T. Et donc, que maintenant, en France, si ces deux chaînes se mettaient ensemble, l'impact à la concurrence était extrêmement négatif et supérieur à ce qui allait peut-être se passer par rapport aux plateformes. C'est un avis de juriste, une autorité de régulation indépendante. Les chaînes ont pris acte et se désengagent, mais le débat est toujours là. Quelle va être la place dans nos vies de Netflix, d'Amazon qui est à 360? Est-ce qu'on aura ces grands conglomérats qui vont être aussi bien dans la vente de biens, dans la diffusion de services et notamment audiovisuels? Et comment est-ce qu'on va réagir et comment est-ce que nous, consommateurs, et comment les autorités vont réussir à faire en sorte qu'on puisse avoir nous-mêmes le maximum d'intérêt et qu'on ne devienne pas dépendant? Et c'est tout ça qui est derrière cette fusion. Absolument, tu as raison, et c'est surtout aussi une question de souveraineté culturelle. En tout cas, c'est de cette façon-là que les deux groupes ont toujours défendu cette idée de concentration, parce que c'était à un moment donné un peu un gros mot de dire une fusion, pour éviter de faire peur à l'ensemble de l'écosystème. Souveraineté culturelle, soft power, c'est ça aussi aujourd'hui la place des contenus dans nos vies, de la création même, Stéphane? Bah oui, mais surtout que je pense que c'est de plus en plus vital, parce que quand même, les plateformes sont rentrées dans nos vies. Voilà, c'est confinement ou pas confinement, on est devenu dépendant, ou en tout cas on regarde premièrement peut-être Netflix avant d'allumer la télévision. On consomme totalement différemment, et je parle même pas de la nouvelle génération qui pour eux vivent en VOD et en replay. Et on n'avait pas ça avant. Et depuis tout le temps, en tout cas peut-être surtout depuis que Jack Lang avait avait instauré cette économie du cinéma qui nous permettait quand même de produire près de 200 et quelques, même plus de 200 même encore aujourd'hui longs métrages en France, ce qui est vraiment beaucoup. Donc c'est pour ça que il me semble que c'était plutôt salutaire. C'était vu sur le prix de la publicité et peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas, parce que quand même il y a eu je pense d'autres éléments, mais je pense que c'est le monde de futur qu'on se refuse, et je pense qu'ils ont peut-être eu raison trop tôt. Moi, c'était en tout cas mon analyse de loin. Je pense qu'ils ont eu raison trop tôt. Peut-être ça pourra être fait. On aura peut-être la même chose avec les opérateurs, parce qu'on a toujours dit qu'on a toujours un de trop d'opérateurs mobiles. On verra ce que ça va donner. Voilà. Donc voilà. Donc je sais qu'on a un souci avec ça. On a des régulations. Peut-être qu'il aurait fallu avoir peut-être plus de visionnaires parmi les juristes de cette commission-là. Bon, en tout cas, c'est ce que je peux regretter. En tout cas. Souveraineté culturelle, soft power, là aussi, Grégoire. L'idée, c'est aussi de se rappeler que la régulation européenne est en marche et qu'elle a notamment contraint depuis l'année dernière, puisqu'enfin le décret a été transposé en droit des États membres, en droit français par exemple, en droit espagnol par ailleurs. Ce qu'on appelle le décret SMAD, c'est justement cette pièce de régulation qui va agir sur les services à la demande, notamment les sites de streaming, et qui leur impose 30% de quotas de production européenne à mettre sur les plateformes, et pour financer la création européenne. Sonnant et trébuchant, c'est 300 millions qui arrivent dans l'économie de la création cette année, notamment en France. C'est rien par rapport à un épisode d'Amazon et de sa nouvelle série avec Ring of Power? Et c'est déjà beaucoup à la fois. Parce que c'est symbolique, en tout cas c'est un état d'esprit. Effectivement, en France et en Europe, ça dépend, mais on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et ces idées, c'est aussi un choix de vie, de liberté et des pans entiers de culture. Et c'est ce qu'on a choisi de protéger via nos opérateurs nationaux, avec l'obligation d'investir dans la production culturelle. Et il est fondamental que des opérateurs internationaux soient soumis aux mêmes dispositions. Et à nouveau, c'est bien que ça vienne de l'Europe, parce que si chaque État européen de son côté prend ses propres régulations, on n'avancera jamais. Et c'est peut-être aussi là-dessus que l'autorité de la concurrence française rend une décision, parce qu'elle est là pour administrer. C'est une autorité administrative indépendante, ce n'est pas une autorité politique, donc elle est là pour administrer au regard des règles en vigueur. Et à côté de ça, il y a le politique qui doit avoir une vision, et le politique national européen a des moyens beaucoup plus limités que le politique européen. Donc c'est au niveau de la Commission que ça doit jouer, et c'est fondamental pour un continent comme l'Europe
qui est un vieux continent, qui aujourd'hui est un peu dépassé par ce monde américain et ce monde chinois de l'autre côté, qui notamment dans la tech domine. Et comment est-ce qu'on peut faire émerger un tiers acteur au milieu? Eh bien, via les idées, via la force de l'humain et de la pensée. On l'a vu avec le RGPD qui protège les gens. Eh bien, on va le voir aussi avec ce soft power culturel qui permet peut-être aussi de montrer un autre modèle, un autre chemin plus proche de nos valeurs et de conquérir le cœur des citoyens du monde entier, parce que c'est ça qui se passe au final. C'est une bataille culturelle mondiale pour réussir à ramener les gens vers des valeurs auxquelles elles vont adhérer. Et en ce moment, on a les États-Unis, la Chine, la Russie qui est en train de se démarquer fortement. Eh bien, l'Europe a son rôle à jouer. Au cœur de la bataille justement du soft power numérique et culturel avec vous. Messieurs, merci infiniment Grégoire Kopp et Stéphane Zibi d'avoir fait un tour sur le plateau de l'École du Futur pour cette Formule Club. Merci comme toujours à Jeanne Dreyfus pour tes idées derrière la tech. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club et d'autres actus.